Ok, bonsoir, bonjour, en fonction de l'heure qu'il fait actuellement chez vous. Ici, à Cotonou, en République du Bénin, il est actuellement 17h05 ici au Bénin. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous suivez mes vidéos, donc je vous demanderai voilà, de vous abonner à ma page Facebook et aussi à ma chaîne YouTube dont je viens de mettre le lien dans les commentaires. Donc le lien de ma chaîne YouTube est dans les commentaires. Cela vous permettra au fait de toujours continuer à bénéficier de mes enseignements dans le domaine de l'élevage, parce que sur mes pages, donc moi je ne parle que de l'élevage. Donc si vous suivez mes vidéos, si vous êtes en train de suivre la vidéo actuellement, c'est que vous êtes un passionné de l'élevage. Donc un passionné, que ce soit en formation en élevage ou un entrepreneur déjà en activité d'élevage, ou bien quelqu'un qui a un projet d'élevage. Donc suivre mes vidéos, suivre mes pages, ça va vous aider à chaque fois bénéficier des enseignements que je délivre. Donc ma chaîne Facebook, ma page Facebook sur laquelle vous êtes actuellement, donc vous abonnez à la page, et puis bon, ma chaîne YouTube dont le lien est dans le second commentaire. Donc vous pouvez vous abonner à ça également aussi pour être informé à chaque fois de mes vidéos. Alors donc, comme on l'a commencé la fois dernière, donc on parlait de comment installer et gérer un élevage de moutons. Donc le dimanche dernier, on a parlé principalement de l'installation, donc tout ce qui est opération qu'il faut développer, qu'il faut mettre en œuvre, tout ce qui est étape ou bien démarche qu'il faut suivre pour pouvoir, depuis le début jusqu'à la fin, mettre en place un bon élevage de moutons. Alors aujourd'hui, maintenant, nous allons parler beaucoup plus maintenant de la gestion, donc la gestion qui regroupe les pratiques d'alimentation des moutons. Donc comment est-ce qu'il faut alimenter les moutons, comment est-ce qu'il faut assurer la reproduction des moutons, donc au cas où vous êtes dans un élevage naisseur ou bien naisseur engraisseur, donc comment gérer la reproduction des animaux et comment faire le suivi technique des animaux, comment faire le suivi de la santé des animaux, etc. etc. Aujourd'hui, je ne souhaiterais pas en fait aborder, aller dans le sens de la gestion financière, donc la gestion de trucs là, parce que bon, je vais peut-être organiser un autre webinaire spécialement pour cela. Et voilà, donc je vais organiser un autre live spécialement pour cela, et je vais inviter un spécialiste de l'agroéconomie qui pourra être là et puis mieux vous éclairer sur les pratiques basiques, on est d'accord, en termes de gestion financière d'une entreprise agricole en général, et particulièrement dans le cas d'une entreprise d'élevage d'animaux domestiques. Alors donc, si j'aborde directement le sujet du jour, qui est les pratiques de gestion d'un élevage de moutons, on va commencer d'abord par l'alimentation. Donc, vous savez que l'alimentation, même chez nous les humains également aussi, c'est le poste non seulement le plus cher, qui coûte le plus cher, mais également aussi le plus important en termes de résultats, en termes d'efficacité de l'entreprise. Donc même chez nous les humains également aussi, quand on fait bien le calcul, on voit que au fait, par mois, l'alimentation vraiment ça coûte énormément pour nous-mêmes les humains d'abord. Donc ça veut dire que c'est dans le lot des dépenses mensuelles que l'on fait dans sa famille, donc l'alimentation prend en fait une grande partie. C'est pareil également aussi dans un élevage. Donc si vous avez un projet d'élevage, ou bien si vous êtes déjà dans une activité d'élevage, vous allez voir que l'alimentation c'est le poste le plus cher, c'est le poste qui coûte le plus cher, et également aussi le plus important, parce que si vos aliments sont
bien nourris. Donc quand je parle de bien nourris, je parle de la qualité de l'aliment que vous leur servez. Je parle du mode de rationnement. Donc quand est-ce que vous leur servez l'aliment? Je parle également aussi des matériels qui sont utilisés pour le service de l'aliment. Vous voyez, donc tout ça là en fait est dedans. Donc si l'alimentation est de qualité, vous allez voir que votre projet d'élevage est déjà réussi à plus de 80%. Si votre alimentation est bien réussie. Alors donc dans le cadre particulier de l'élevage des moutons, comment est-ce qu'il faut gérer l'alimentation? Vous savez, les moutons, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, donc mon live du dimanche dernier, les moutons sont classés dans le groupe des ruminants. Quand on parle de ruminants, c'est un herbivore qui pratique la rumination. Voilà, donc c'est ça un ruminant. Donc sur le plan alimentaire, c'est un ruminant. Donc ce qui veut dire que son aliment de base est constitué majoritairement de fourrage. Fourrage, je vais parler en termes des herbes vertes. Il y a plusieurs espèces d'herbes vertes qui sont utilisées pour alimenter, pour nourrir le mouton. En fonction de votre région, en fonction des caractéristiques pédologiques de votre région, vous allez voir que ces herbes-là peuvent varier. Par exemple, chez moi ici, au Bénin, plus précisément au sud du Bénin, nous avons le Panicum maximum, donc qui est une graminée. Nous avons en tout cas les différentes variétés de Panicum, Panicum maximum C1, Panicum maximum T58. Nous avons l'Anthropogon caianus, Anthropogon tectorum, Pelicitum purpurum. Donc il y a plusieurs graminées au fait qui sont vraiment valorisées par les moutons. Par les moutons. Donc étant des ruminants, étant des herbivores, donc leur aliment de base est principalement les fourrages. Donc l'alimentation, à part les fourrages, maintenant il y a les compléments alimentaires qu'on leur apporte, des compléments alimentaires. Soit ça peut être des compléments protéiniques, donc vous pouvez apporter des totaux de coton, des totaux de soja, juste pour compenser, on est d'accord, les déficits éventuels, on est d'accord que l'aliment de base aurait sur le plan teneur en protéines. Donc il y a des concentrés en protéines qu'on apporte. Il y a des concentrés en minéraux qu'on apporte et des concentrés en vitamines qu'on apporte. Donc, des concentrés minéraux vitaminés, comme les pierres alléchées. À travers les pierres alléchées, vous pouvez apporter ces concentrés minéraux vitaminés. Donc, avoir des pierres alléchées, j'en ai parlé également aussi dans la première vidéo, la vidéo du dimanche dernier. Donc, comment disposer la pierre alléchée dans la bergerie pour les moutons. Donc, ça c'est l'alimentation, ça c'est le mot d'alimentation de façon générale. Donc l'aliment en fait, généralement en fait pour les moutons, il y a l'herbe verte qui est là, il y a les compléments, donc soit des compléments protéiniques, donc à travers les totaux de soja, les sons de blé, les totaux de coton, les totaux d'arachide. Donc c'est à vous de voir la matière protéinique dont vous avez facilement accès dans votre environnement, et puis c'est ça que vous utilisez. Maintenant, les compléments minéraux vitaminés, donc à travers les pierres alléchées que vous pouvez fournir aussi à vos animaux. Donc cela corrige en fait les déficits éventuels de minéraux qui pourraient avoir au niveau des herbes vertes, ce que nous appelons en termes techniques les fourrages. On est d'accord? Alors, donc le fourrage alors est servi aux animaux de différentes. Vous pouvez en fait nourrir vos animaux au fourrage de différentes manières. Mais ici, moi, je parle particulièrement ici d'un cas d'activité professionnelle. Ce n'est pas une activité où les animaux sont en divagation, donc ils sont laissés à eux-mêmes. Non, vous êtes dans une activité professionnelle. Et dans ce cas, on a plusieurs options en termes d'alimentation. Première option, c'est que vos animaux sont à 100% en stabulation. C'est-à-dire vous les détenez dans la bergerie à 100%. Donc, ils ne sortent pas, pratiquement pas de la bergerie. Donc, ça veut dire que c'est vous-même qui allez couper le fourrage et que vous le transportez dans la bergerie. D'accord? Donc dans ce cas, comment ça se fait? Donc vous partez au pâturage pour pouvoir couper le fourrage et autres là. On laisse d'abord le fourrage après la coupe du fourrage, et quand vous l'amenez à la maison,
Donc vous l'étalez à l'air libre, pas au soleil. C'est pas au soleil. Parce que le soleil risque de dégrader en fait, la composition du fourrage. Donc on les étale au fait, à l'air libre. Ça peut être sous une véranda ou bien sous un arbre où l'air courant peut passer facilement et puis pouvoir sécher les feuilles. Sécher en termes de quoi? Parce que quand vous avez tôt le matin, quand vous allez peut-être au niveau des pâturages, vous allez voir parfois qu'il y a parfois des gouttelettes d'eau fines qui sont sous les feuilles parfois. Et ces gouttelettes d'eau parfois contiennent des œufs de parasites. Donc quand vous cherchez le fourrage comme ça tôt le matin et que vous ramenez au fait dans votre élevage et que vous servez directement à vos animaux vont consommer non seulement la feuille mais également aussi ces œufs de pâturage qui arrivés dans l'organisme de l'animal vont maintenant s'éclore et puis libérer des larves qui vont devenir après des vers adultes qui vont infester vos animaux et vous créer des dommages. Donc pour éviter cela, pour prévenir au fait ces cas d'infestation, on recommande au fait que le fourrage, si c'est cherché tôt le matin, qu'il soit d'abord pré-séché à l'abri du soleil pendant un temps donné d'abord pour que ces gouttelettes d'eau là en fait puissent se sécher et quitter les feuilles. Et quand vous venez même pour prélever vos fourrages pour aller servir à vos animaux, quand on prélève, on secoue d'abord un peu le fourrage pour que ces gouttelettes, ces déchets qui sont sur les feuilles là puissent tomber avant d'aller servir ça aux animaux. Ça, c'est des précautions en fait, que nous recommandons le plus souvent au niveau des élevages. Cela permet en fait, de prévenir beaucoup plus en fait, les maladies dues aux parasites gastro-intestinaux chez les moutons, pour ne pas dire les ruminants en général. Alors donc, ça c'est la première option, l'option où vous savez même qui allez chercher le fourrage et que vous apportez ça aux animaux qui sont en stabilisation permanente. D'accord? Et dans ce cas, dans cette option-là, qu'est-ce qu'on recommande encore? C'est que le fourrage que les animaux vont consommer demain, c'est chercher déjà aujourd'hui. Ce n'est pas demain là qu'il faut aller chercher le fourrage qu'on va servir aux animaux demain là en même temps. Ce n'est pas trop conseillé. Donc le fourrage que les animaux vont prendre demain matin, c'est déjà cherché aujourd'hui et puis c'est déjà étalé à l'abri. Vous voyez, donc là demain matin vous leur servez ça et puis après le service maintenant vous partez encore pour chercher encore pour le surlendemain et puis ainsi de suite. Donc ça c'est l'approche que nous conseillons en fait le plus pour cette option. Si vous utilisez l'option d'alimentation en stabilisation. La seconde option c'est que les animaux sortent eux-mêmes pour aller brouter, pour aller au pâturage. Donc il y a une heure de sortie des animaux du moins, pour aller au pâturage, pour aller brouter. Donc ça veut dire que les animaux peuvent sortir peut-être à 9h, à 8h, tout dépend au fait de votre environnement là où vous êtes. Chez nous ici, particulièrement au sud du Bénin, on conseille que ce soit au lever du soleil que les animaux sortent. Parce que le lever du soleil, ça coïncide déjà au fait avec voilà, l'environnement n'est plus trop frais et les gouttelettes d'eau qui sont sur les feuilles déjà vont commencer déjà pas se sécher et puis disparaître. Vous voyez, donc on recommande plus au fait que ce soit l'heure de lever du soleil que les animaux soient libérés pour aller au pâturage. Donc quand ils vont au pâturage et puis reviennent du pâturage, maintenant on leur donne les compléments alimentaires. C'est pareil au niveau de la première option. Donc même après avoir servi le fourrage fauché aux animaux qui sont en stabilisation, après ça, voilà, on leur donne les compléments alimentaires, que ce soit les compléments protéiniques comme le complément minéraux-vitaminés. On est d'accord, on leur donne ces compléments-là. Donc ça, ceci maintenant c'est la seconde option. Donc les animaux partent maintenant au pâturage pour aller brouter l'herbe correctement. Et puis maintenant ils reviennent à la maison pour bénéficier des compléments alimentaires. Alors l'autre option que je peux mentionner également c'est que vous pouvez vous-même construire des réserves. Vous pouvez faire des réserves de fourrage. Parce que parfois les fourrages ne sont pas parfois disponibles durant toute l'année. Il y a la saison pluvieuse qui est la période d'abondance fourragère, la période où on a du fourrage en abondance, surtout sur les parcours naturels, c'est-à-dire les espaces naturels. Il y a du fourrage en abondance. Donc pendant cette période d'abondance de fourrage, qu'est-ce qu'on fait? On fait des réserves fourragères. Et il y a plusieurs techniques de réserve fourragère. On a la fenaison, donc là où on fabrique les foins qu'on conserve, ou aussi on peut faire aussi l'ensilage. Donc le tout dépend au fait de votre objectif. Le foin est beaucoup plus conseillé si on est dans l'embouche, c'est-à-dire si vous avez des animaux que vous êtes en train d'engraisser.
pour avoir un résultat rapide en termes de gain de poids. Tandis que l'ensilage est beaucoup plus conseillé si vous êtes dans un élevage laitier. Donc si vos animaux sont principalement élevés pour le lait, pour pondre du lait pour vous. Donc vous faites l'ensilage des fourrages. Je vais produire des vidéos sur ces deux techniques de conservation de fourrage. Comment faire l'ensilage, comment faire le fourrage. Et puis avec des images illustratives pour vous expliquer un peu comment ces deux techniques-là se réalisent. Donc pour pouvoir vraiment bénéficier de ça, suivez mes pages, ma page Facebook et aussi ma page YouTube pour pouvoir vraiment être informé quand cette vidéo-là sera produite et mise en ligne. Donc ça c'est côté alimentation. Et voilà les précautions que nous demandons que vous preniez pour pouvoir assurer une bonne alimentation pour les animaux. La qualité de l'aliment aussi est très importante. C'est pourquoi il n'y a pas tout à l'heure le fait de pré-séchage du fourrage, apporter des compléments protéiniques, des compléments minéraux vitaminés. Tout ça là, c'est pour assurer une bonne qualité de l'aliment que les animaux vont consommer. Également aussi, les compléments protéiniques que vous voulez apporter, il faut que ce soit des compléments de qualité, des compléments qui ne soient pas conservés dans des environnements douteux, qui ne soient pas contaminés par des gènes pathogènes. Vous voyez? Donc il faut que ce soit fait des compléments de qualité pour que quand vos animaux vont les consommer, vont les prendre, qu'il n'y ait pas de problème de maladie. Ça, de façon générale, c'est un peu l'alimentation. Donc, les fourrages, comme j'en ai parlé brièvement déjà dans la première partie de ma vidéo le dimanche dernier, sont servis soit dans les mangeoires ou soit sont suspendus au niveau de ce qu'on appelle les suspenseurs de fourrage. J'en ai décrit dans ma vidéo précédente. Et l'intérêt d'utiliser les suspenseurs de fourrage, contrairement au fait de mettre le fourrage dans les mangeoires, je l'ai expliqué aussi dans la vidéo de l'autre côté. Donc, il y a les mangeoires et les abreuvoirs. Et comme nous sommes sous les tropiques, l'eau ne doit pas manquer dans les abreuvoirs pour les animaux. Nous sommes en fait dans un milieu chaud naturellement. Donc, il faut que les animaux aient de l'eau en permanence. Donc, on parle de l'eau à volonté. Donc, l'eau doit être présente dans les abreuvoirs des animaux à tout moment. C'est très important. Côté santé, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Côté santé, il y a la prophylaxie sanitaire et la prophylaxie médicale. Je ne suis pas trop dans la prophylaxie médicale. Mais au niveau de la prophylaxie sanitaire, oui, ça, je suis là. Et ça, assurer une bonne alimentation pour les animaux fait partie de la prophylaxie sanitaire. Parce que quand on parle de prophylaxie sanitaire, quand on parle de prophylaxie sanitaire, c'est l'ensemble des mesures que l'on prend pour pouvoir limiter l'apparition d'une maladie dans son élevage, ou bien si la maladie est déjà apparue, comment limiter sa propagation dans l'élevage. Et ça, ça fait partie de la formation que j'ai reçue en tant que zootechnicien. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que la prophylaxie sanitaire ressort de mes compétences, alors que la prophylaxie médicale ne sont pas trop de mes compétences en termes de formation. C'est vrai que j'ai quand même des expériences sur le terrain, voilà, en suivant des vétérinaires sur le terrain, voilà, mais ça c'est des expériences acquises sur le terrain et non au cours de la formation. Alors, donc, comme j'ai commencé déjà par le dire, assurer une bonne alimentation pour les animaux fait partie déjà de la prophylaxie sanitaire. Maintenir une bonne hygiène, une bonne hygiène, que ce soit au niveau du bâtiment d'élevage en général, donc qui est souvent nettoyé, qui est poussiéré, tout ça là à des fréquences données. Nettoyer le sol, voilà, donc les crottes, les urines des animaux, que ce soit nettoyé fréquemment. Fréquemment, il n'y a pas de fréquence précise pour ça. Quand vous voyez que c'est sale, en même temps il faut nettoyer. Il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de ah non, je vais nettoyer les crottes de mes animaux une fois par jour. Ce n'est pas ça. Parce que nous-mêmes les humains également aussi, quand je me lève le matin et que je balaye ma chambre, 2 heures après, si ma chambre devient encore sale, je n'attends pas le lendemain pour pouvoir encore balayer, non. 2 heures après, quand ma chambre devient encore sale, qu'est-ce que je fais? Je rebalaye encore ma chambre. C'est pareil pour les animaux aussi. Donc, je peux balayer
la bergerie des animaux autant de fois que c'est nécessaire dans la journée. C'est pourquoi je dis souvent qu'un éleveur, c'est quelqu'un qui aime en fait l'activité, qui aime les animaux, qui n'aime pas voir les animaux dans de la saleté. C'est ça un éleveur. Sinon, vous ne pouvez pas faire l'élevage. Si vous n'avez pas une passion en fait, vraiment pour ça, vous ne pouvez pas faire l'élevage et puis les réussir. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il y a l'hygiène des locaux, l'hygiène des matériels. Donc, les mangeoires à prévoir doivent être lavés régulièrement aussi. Mangeoires à prévoir, laver régulièrement. Parce que c'est des choses par lesquelles facilement les microbes peuvent passer pour attaquer vos animaux et puis leur poser de problèmes. Donc, l'hygiène des alentours de l'élevage d'abord, et ensuite l'hygiène je veux dire, voilà, du bâtiment d'élevage, et maintenant l'hygiène des matériels d'élevage, en particulier les mangeoires et les abreuvoirs. C'est très important. Ça, c'est la prophylaxie sanitaire. La prophylaxie sanitaire aussi demande également aussi que l'on fasse des traitements à titre préventif, comme les déparasitages. Pour le déparasitage, vous pouvez soit utiliser des plantes médicinales, il y en a plein, comme les feuilles de papaye, les graines de papaye. Quand vous servez ça simplement comme ça aux animaux, c'est un déparasitant naturel. J'ai fait des vidéos sur ça, donc la vidéo est sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos sur cette plante comme ça qui déparasite les animaux. Il y en a plein. Il y a les graines de papaye, il y a la plante qu'on appelle fagara, donc la plante qui a des épines. Mais au niveau des feuilles, il y a des épines. On est d'accord? En science, on appelle ça Xanthoscillum xantholoides. Donc en français, c'est fagara, on appelle ça fagara. Donc les animaux, ils aiment tellement ça, surtout les moutons et les chèvres, ils aiment tellement ça. Parce que c'est un vrai au fait déparasitant. Donc vous pouvez soit opter pour le déparasitage à base des plantes médicinales, ou soit utiliser maintenant en fait les déparasitants de synthèse comme albendazole, ivermectin, et puis ça c'est les médicaments qui existent dans les pharmacies vétérinaires que vous pouvez prendre et puis déparasiter vos animaux à des fréquences données. Donc si vous voulez comprendre comment est-ce qu'il faut faire le déparasitage avec les plantes médicinales, j'ai aussi une vidéo sur ça sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller suivre. Donc j'ai fait un article sur ça. Et dans l'article, j'ai expliqué plante par plante la partie de la plante qui est utilisée, la dose qui est utilisée et puis le nombre de jours de traitement, ainsi de suite. Donc tout est décrit dans la vidéo. Donc vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et puis suivre la vidéo là pour avoir cette notion là. Donc, si je vais me résumer, côté santé, pour la gestion de la santé des animaux, il y a la prophylaxie sanitaire, la prophylaxie médicale. Prophylaxie sanitaire, c'est qu'il faut l'hygiène de l'alimentation, l'hygiène au niveau de l'eau, l'hygiène au niveau du bâtiment, l'hygiène au niveau des matériels d'élevage, et puis ainsi de suite. Ensuite, maintenant, il faut faire des traitements préventifs. Donc, il faut faire des déparasitages, il faut faire les vaccinations, parce qu'il y a la maladie qu'on appelle la PPR, la peste des petits ruminants, qui est la maladie virale qui attaque généralement en fait, les petits ruminants. Donc, si vous faites un élevage de moutons, vous devez vacciner vos animaux contre cette maladie-là. Vous devez vous renseigner dans votre environnement pour voir quelle est la période. Donc, renseignez-vous auprès des autorités compétentes pour voir quelle est la période propice, la période qui est conseillée pour faire la vaccination contre cette maladie-là. Donc, la vaccination, c'est aussi un moyen de prévention très important. Ensuite, de temps en temps, vous pouvez donner de temps en temps des antibiotiques et des vitamines pour vos animaux, donc des anti-stress. Donc ça c'est à des fréquences non régulières, hein. Donc ça peut être une fois tous les 6 mois, ou bien une fois, donc c'est à vous de voir en fait. Donc c'est pas à des fréquences régulières. Donc mais quand même faire ces apports d'antibiotiques, faire ces apports de vitamines, faire ces apports d'anti-stress pour quand même booster toujours encore l'immunité et aussi la santé des animaux. Donc en termes de santé pour les moutons, c'est particulièrement ça. Maintenant au niveau de la reproduction, vous pouvez en fait faire la reproduction si vous faites un élevage naisseur. Donc comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo,
il y a les élevages naisseurs, élevage engraisseur, élevage naisseur et engraisseur. Donc si vous êtes dans la catégorie d'élevage naisseur ou de l'élevage naisseur engraisseur, ça veut dire que vous faites la reproduction des animaux. Donc ça veut dire que vous devez avoir des reproducteurs, c'est-à-dire des brebis et des béliers. Les brebis, c'est les femelles reproductrices, les béliers, c'est les mâles reproducteurs. Donc vous aurez un noyau de reproducteurs que vous allez accoupler pour avoir des petits. Alors comment ça se passe? Au début, vous séparez les mâles des femelles. Au début. Donc au début, quand vous achetez les animaux, vous ne les mettez pas ensemble. Donc les enclos des mâles sont séparés des enclos des femelles. Donc quand vos animaux atteignent maintenant l'âge de la puberté, l'âge et aussi la conformation qu'il faut pour pouvoir aller en reproduction, parce que moi je conseille le plus souvent aux éleveurs de ne pas se baser uniquement sur l'âge de l'animal pour le mettre en reproduction, mais plutôt aussi sur son développement corporel. C'est très important aussi, parce que l'animal peut avoir l'âge mais peut ne pas avoir le développement corporel qu'il faut pour pouvoir être mis en reproduction. Vous voyez, et là quand vous le mettez en reproduction, c'est comme si vous mettez en reproduction, c'est comme quand on parle de grossesse précoce chez les humains qui a de risques. C'est pareil chez les animaux aussi. Donc il faut vraiment faire attention à ces notions-là pour éviter des problèmes. Ça peut conduire même à des avortements. Pas possible. Donc on regarde non seulement l'âge de l'animal, mais également aussi son développement corporel. Est-ce que son corps est déjà assez développé pour pouvoir porter une grossesse jusqu'à la fin? Est-ce que son corps est déjà assez développé pour pouvoir porter une grossesse du début jusqu'à la fin? Vous voyez, donc il y a cette question-là aussi que se pose également avant de choisir de mettre les animaux en reproduction. Donc une fois que cette question-là sont étudiée, que c'est validé, alors maintenant on met le mâle et puis les femelles ensemble. Donc on les rapproche, et le fait de rapprocher les deux stimule l'ovulation au niveau de la chaleur, au niveau de la femelle, au niveau de la brebis. Parce que là on parle de synchronisation de chaleur. Donc quand vous mettez quand au début vous les mettez séparément et que vous les rapprochez ensemble, automatiquement la présence du mâle automatiquement enclenche l'ovulation, qui est l'élément principal de la chaleur chez la brebis. Donc automatiquement, si vous avez 10 brebis et que vous pratiquez cette méthode qu'on appelle l'effet mâle, ça synchronise la chaleur. Ça permet à ce que toutes vos femelles, toutes vos brebis entrent en chaleur dans une même période. Et là, le mâle va les accoupler dans la même période. Cela vous permet d'avoir des agneaux, des petits qui vont naître après, qui ont pratiquement le même âge. Donc les agneaux vont naître pratiquement dans le même intervalle de temps. Vous voyez, là, cela vous permet, cela vous facilite la gestion des animaux. C'est plus facile à gérer. D'accord? Donc, ça, c'est l'option que moi je conseille le plus aux éleveurs pour la reproduction au niveau des moutons. Même de façon générale, pour tout ce qui est animaux mammifères, d'accord, qui se reproduisent, qui donnent des petits, c'est la stratégie que moi je conseille le plus souvent aux éleveurs ou bien aux élevages que je supervise ici au Bénin et même en Afrique et même ailleurs, au Sénégal, en Guinée-Conakry, au Togo, au Burkina Faso et puis ainsi de suite. Donc c'est ça ce que je recommande le plus souvent à ces éleveurs comme pratique de reproduction. Alors maintenant, en termes de gestion technique, comment ça se fait? En élevage de moutons, vous devez forcément avoir un cahier de suivi. Un cahier de suivi non seulement de l'alimentation des animaux, un cahier de suivi non seulement de la santé des animaux, donc la santé en termes de tout ce qui est traitement curatif que vous faites, tout est enregistré, date, heure, tout est enregistré. Si c'est des traitements qui sont à répéter, on est d'accord, donc vous faites déjà dans le cahier en même temps la date de rappel du traitement, déjà consigné en même temps dans la date, vous voyez, dans le cahier du moins. Donc, ces cahiers-là constituent un outil de gestion très important que moi je recommande vraiment aux éleveurs. Vraiment aux éleveurs. Dans les jours à venir, je vais faire une vidéo sur un logiciel que j'ai conçu. Donc, j'ai développé un logiciel pour la gestion technique et financière des élevages. Donc, les jours à venir, je vais faire une vidéo sur
sur ce logiciel-là. Et puis vous allez voir un peu, si vous allez concevoir un cahier comme ça, quelles sont les rubriques que vous devez mentionner dans votre cahier pour pouvoir faire un bon suivi. À défaut de ne pas avoir un logiciel, donc vous pouvez avoir le cahier, d'accord, qui va vous permettre voilà, de faire ce suivi-là de votre élevage, et puis savoir ce qui se passe dans votre élevage, ce qui va venir après, et puis ainsi de suite. Donc restez connectés à ma page Facebook et aussi à ma chaîne YouTube pour pouvoir bénéficier de cette vidéo sur le logiciel que je vais présenter les jours à venir. Donc présenter le logiciel que j'ai nommé Animanage, qui vient de l'expression Animal Management, donc qui est un logiciel que j'ai développé particulièrement pour la gestion des élevages. D'accord. Donc il faut vraiment au fait que vous soyez connecté à mes pages pour pouvoir bénéficier de cet enseignement-là. Parce que si je vais parler maintenant de la gestion technique et que je n'ai pas cet outil-là devant moi, ça va être vraiment difficile de vous expliquer les choses comme cela se doit. Donc c'est pourquoi je vous demande d'être connecté pour que, une fois que la vidéo sera mise en ligne, vous serez informé pour aller sur la vidéo pour voir un peu les rubriques qui sont prises en compte en termes de gestion technique de l'élevage de façon générale, de façon globale. On est d'accord? Donc je crois que c'est un peu ce que j'ai prévu pour ce soir. Et comme je l'ai dit souvent d'habitude, si vous avez des questions, des inquiétudes, vous pouvez toujours me les faire parvenir sur mon numéro, donc que vous connaissez déjà, mon numéro WhatsApp, que vous connaissez déjà. Donc me faites parvenir les inquiétudes, les questions, tout ce que vous voulez. Et voilà, je me ferai le plaisir d'apporter des éclaircissements. Mes formations sont toujours également aussi d'actualité, donc je donne des formations sur les techniques d'élevage, de la côte, de lapin, de porc, de poulet, et ainsi de suite. Je donne des formations également aussi sur la gestion des élevages, sur les qualités inhérentes au métier d'éleveur. Donc c'est quoi un éleveur? Donc quelles sont les qualités que doit avoir un éleveur? Je donne des formations aussi sur la gestion technique en accord d'un élevage, la formation sur l'alimentation des animaux, donc comment formuler un bon aliment pour les animaux. Donc je donne ces formations-là également aussi via des plateformes de formation en ligne. C'est vrai que je fais la formation en présentiel ici au Bénin, mais si vous êtes à l'extérieur, donc on le fait via cette plateforme, soit Google Meet ou bien Zoom. Voilà. Et puis c'est souvent des formations pratiques, parce que moi-même j'ai développé moi-même des logiciels, des pro-logiciels dans Excel pour pouvoir faire la formulation des aliments sur la base de plusieurs méthodes de tâtonnement, méthode de carré de Pearson, méthode d'équation algébrique, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de méthodes qui existent que j'apprends à ceux qui le veulent. Donc si vous êtes intéressé par les formations sur l'alimentation des animaux, comment formuler une bonne ration alimentaire pour les animaux, je suis toujours disponible, mon numéro est là, vous pouvez toujours me contacter. Pareil également aussi pour si vous avez une formule alimentaire que vous voulez savoir si est-ce que cette formule-là va répondre mieux aux besoins de vos animaux. Voilà, donc comment analyser une formule alimentaire et bien comment la corriger. Tout ça, c'est des informations que je donne également aussi dans le cadre de mes activités. Donc si vous avez des questions, des inquiétudes par rapport à ces points-là aussi, vous pouvez toujours me les envoyer. Les formations, c'est vrai que c'est des formations payantes, mais j'essaie quand même de voir dans le montant, dans le coût, pour que ce soit accessible en fait, à tout le monde, à tout ce qu'ils veulent en fait, parce que la connaissance aujourd'hui, on dit souvent c'est la vie. Donc mettre un coût élevé sur la connaissance, là, ce n'est pas bien. Donc on essaie de voir un peu, voilà, pour que vous-même vous puissiez vraiment avoir assez de connaissances et que nous-mêmes également aussi on puisse vivre de ce que nous faisons comme activité dans notre vie quotidienne. Voilà, donc c'est un peu ça. Les formations aussi en gestion de projet, en suivi et évaluation de projet, des formations en logistique et en rédaction de plans d'affaires. Voilà, si vous avez un projet agricole et puis vous voulez rédiger un plan d'affaires, soit on vous forme et puis on vous coach et puis vous-même vous rédigez votre plan d'affaires, ou soit vous nous confiez le travail et puis nous-mêmes on vous aide à rédiger le plan d'affaires. Tout ça là, c'est des services que nous offrons également aussi. Donc voilà un peu ce que je vais vous dire par rapport à ça. Et pour finir, voilà, il y a toujours mon livre qui est tout disponible.
voilà, mon livre intitulé Guide de gestion technique et économique des élevages avicoles. Donc si vous avez un élevage avicole, c'est-à-dire vous élevez les poulets, vous élevez les pentades, vous élevez les canards, vous élevez tout ce qui est volaille, espèce de volaille que vous élevez, et que vous voulez avoir je dirais, vous voulez maîtriser les techniques de gestion de votre élevage pour pouvoir maximiser le profit de votre activité. Ce livre-là va vous permettre d'avoir beaucoup de notions en termes de gestion, beaucoup de notions. Donc, le livre est tout disponible. Si vous êtes intéressé, c'est à 7500 francs CFA la copie. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me contacter sur mon numéro que vous connaissez tous déjà, le plus 229. D'accord, plus 68 35 09 56. Plus 229 68 35 09 56. Donc, vous me contactez sur ce numéro-là. Et là, je pourrais voilà, même si c'est que vous êtes à l'extérieur, je peux vous faire parvenir le livre, voilà, soit par la poste ou bien par d'autres moyens, ainsi de suite. Donc, comme je l'ai déjà fait dans plusieurs autres pays, en Côte d'Ivoire, je l'ai déjà vendu en Côte d'Ivoire, au Togo, Burkina Faso, et puis ainsi de suite. Donc, c'est toujours pas des compagnies de transport que j'envoie souvent les livres à l'étranger. Donc, si vous êtes intéressé dans n'importe quel pays, vous êtes intéressé par le livre, donc c'est intitulé Guide de gestion technique et économique des élevages avicoles. C'est très important. Donc, dedans, j'ai détaillé beaucoup de pratiques, beaucoup de techniques que vous pouvez mettre en place dans votre élevage pour assurer une bonne gestion de votre élevage. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi, pour avoir été là, pour avoir suivi cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour le dimanche prochain pour le même programme. Et nous allons discuter de notre sujet, toujours en lien avec l'élevage des animaux domestiques, toujours en lien avec l'élevage comme business. C'est ça ce que nous citons ici, l'élevage comme business. Parce que c'est une activité qui peut faire vivre au fait l'homme. Pour ne pas dire qui fait vivre déjà l'homme. Et il ne faut pas forcément attendre avoir d'abord des millions d'abord dans son compte avant de dire que je vais faire de l'élevage. L'élevage, ça peut déjà pour commencer à avoir de l'élevage même avec le minimum, et puis mieux faire le suivi, mieux entretenir les animaux, et puis avoir un bon résultat. C'est ce que nous nous conseillons, c'est ce que nous recommandons à nos éleveurs avec qui nous travaillons. Et puis c'est ce que je vous recommande. On est d'accord? Donc, mes numéros sont toujours ouverts. Contactez-moi. Si vous avez besoin de mes services, si vous avez besoin des questions particulières auxquelles je dois répondre pour vous aider à évoluer, et puis ainsi de suite.